On dirait que Marvel n'avance pas trop mal sur la saison 2 de Moon Knight, leur héros schizo dont les aventures se poursuivent en Italie avec une toute nouvelle personnalité, Non Knight, toujours là pour empêcher deux femmes de se faire des bisous. La seule arme qui peut la blesser, c'est les ciseaux. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 434e JT Comics et moi ça me fait plaisir de voir que Charles Xavier sait prendre du bon temps pour lui, à moins qu'il ne fasse mine d'aller faire du bateau juste pour mieux aller se tabasser son mini profix devant ses étudiantes à la plage, sauf que à tout moment il prend le mauvais bâbord et il tombe sur Bishop et Iceberg en train de se faire des massages aux pierres chaudes et molles par le Fauve et Archangel. Bon mais passons plutôt aux news de la semaine. Le cri. Echo, c'est la série Marvel qui permet aux mêmes profiteurs du chaos de venir dénoncer ce qu'ils adorent appeler le wokisme qui gangrène Disney partout, tout le temps, puisqu'ils disent que Marvel a adapté un personnage d'origine des premières populations américaines. Bah oui, que voulez-vous, ils n'ont pas tous été massacrés, exterminés par les migrants britanniques. Un personnage handicapé, privé de l'audition, finalement exactement comme l'ont envisagé ses créateurs David Mack, Jimmy Palmiotti et Joe Quesada lors de sa première apparition dans la série Daredevil en 1998, à une époque où Disney n'avait pas encore racheté Marvel. Bon, mieux vaut entendre ces conneries qu'être sourd, me direz-vous, mais certains devraient mieux apprendre à être muets, ne serait-ce que pour quelques instants. Dans la série, justement, ils l'ont rendue muette, amputée aussi d'une demi-jambe, puisque c'est le cas de l'actrice Alaqua Cox. Je me suis toujours demandé si elle avait des réducs chez l'esthéticienne. En tout cas, Echo rassemble les spectateurs devant Hulu et Disney+, les deux plateformes où la série se classe directement première en termes de vues, même si on nous a pas donné les chiffres. Donc la stratégie de Disney qui consistait à la rendre disponible à la fois sur la plateforme adulte et sur la plateforme normale, de également proposer les 5 épisodes directement pour favoriser le binge-watching et en plus de proposer cette mini-révolution avec ce nouveau label Marvel Spotlight plus adulte, plus sombre, semble être payante pour le moment, même si la série semble encore divisée puisqu'elle trébuche en termes de qualité par endroit. J'en parlais la semaine dernière, moi j'ai vu que 2 épisodes, mais je me laisse volontiers porter. J'avoue que je pense à l'après, je pense à Daredevil Born Again puisque je me suis rematé très récemment les 3 saisons de Daredevil et quel bonheur. J'espère que ça va encourager Marvel à réfléchir et à penser qu'il y a bien de la place pour des séries plus adultes, des séries plus sanglantes, des séries plus sombres, des séries dans cet univers-là sur Disney+. J'espère que Disney va arrêter de se contredire puisque souvenez-vous, au début on nous a vendu un univers relié au MCU, on nous parle d'ailleurs des événements d'Avengers dans Daredevil, il y a des unes sur les événements qui sont déroulés dans l'incroyable Hulk de Le Terrier au New York Bulletin et puis après, ils ont préféré ostraciser la série, la mettre dans une bulle pour privilégier les productions marveliennes, et après finalement quand on nous a dit que Daredevil allait revenir dans l'univers Marvel, les fans ont tellement réclamé ces personnages là, ces acteurs là, qu'ils se sont rendus à l'évidence qu'ils étaient irremplaçables. Donofrio et Cox ont été rembauchés mais pour incarner des versions différentes de leurs personnages dont on a eu un tout petit aperçu à la fois dans Hawkeye pour le Caïd et puis dans She-Hulk pour Daredevil. Puis finalement ils ont tout réécrit, on a appris que Daredevil Born Again serait la suite de la série Daredevil sur Netflix, qui d'ailleurs elle s'est vue réintégrée à la sacro-sainte continuité de l'univers cinématographique Marvel. C'est un beau bordel cette affaire, d'ailleurs on sait aussi que les acteurs qui incarnaient Karen Page et Foggy Nelson reviendront, ça c'est très bien. Entre temps on savait aussi que John Bernthal reprendrait son rôle, son crâne du Punisher, et d'ailleurs cette semaine l'acteur a déclaré que si le personnage était aussi endurant, aussi populaire à la fois auprès des militaires, des forces de l'ordre, où parfois ça peut être problématique, mais aussi auprès de tout le monde, vous, moi, et bien c'est parce que il y a un petit peu du Punisher en chacun de nous. Et puis alors il a déclaré un truc qui m'a mis en quadruple demi-molle, il a dit: je sais qu'il est absolument essentiel de faire ça correctement si on le fait. Il parle de son retour en Punisher. Il faut respecter l'intégrité sacrée du matériau source, donc des comics, et ce qui fait l'essence de Frank. Je vais vraiment faire de mon mieux pour que si on le fait, on le fasse correctement. Merci Johnny. Menu ciné. Et dans le reste de l'actu des adaptations de nos comics favoris à l'écran, en attendant la toute première bande-annonce de Deadpool qui sortirait pour le 11 février à la mi-temps du Super Bowl, eh bien fermez les yeux si vous ne voulez absolument pas voir en avant-première le costume de Madame Web, mais sachez qu'en Chine, c'est le seul pays où on peut entendre « Attention, débouche bien Madame Web avant de la mettre à la bouche, sinon elle va couler partout, puisque quelle ironie qu'une bouteille soit responsable d'une fuite. » Avant même la sortie du film, Ocean Spray a commercialisé et donc dévoilé sur
sur une bouteille le costume de Madame Web, hein, donc le film dans l'univers de Spider-Man, mais sans Spider-Man, mais avec plein de Spider-Meuf, hein, ça ressemble au costume de Cobra, mais avec des manches longues qui auraient un petit peu trop traîné dans un grenier. Dans l'actu casting de la semaine, deux rumeurs. La première, c'est celle selon laquelle l'acteur Pedro Pascal serait retiré du futur film Weapons par le même réalisateur que Barbarians, tout ça pour rester libre afin de pouvoir incarner Reed Richards, Mr. Fantastic, dans le futur reboot des 4 Fantastiques du MCU, et en même temps ça semble évident qu'ils doivent rester élastiques sur son emploi du temps pour tourner dans un tel projet. Et puis alors la seconde, je croyais pas si bien dire quand j'avais fait la vanne de Pierre Ninet pour remplacer Steven Yeun en Sentry dans le film Thunderbolt, puisque là c'est l'acteur Austin Abrams qui sera envisagé par Marvel pour incarner l'un des héros les plus puissants de leur univers, Robert Reynolds, ou plutôt Robert Renonce si on parle en termes de masse musculaire. Mais encore une fois, ça ne fait pas tout. Et puis alors attention, pour rester dans les castings et dans le Robert, hein, son nom est noté pour beaucoup à côté de la définition casting parfait, Robert Downey Jr. qui déclare récemment qu'il considère avoir livré ses meilleures performances en tant qu'Iron Man, mais que c'est passé assez inaperçu, peut-être à cause du genre super-héroïque des films Marvel. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de cet avis dans les commentaires. Et puis attention, c'est un oiseau, un avion ou une pile d'espoir qui s'entasse quand je lis les interviews des acteurs du futur Superman Legacy, à commencer par Rachel Brosnahan, qui dit que sa Lois Lane sera fougueuse, farouchement intelligente, merveilleuse. Elle dit qu'elle adore la collaboration avec James Gunn, que toutes les personnes impliquées sur le projet Superman Legacy sont fans, adorent Superman, qu'ils ont grandi en lisant les comics, en regardant les films, et que le projet est fait avec amour. Il me revient une double demi-molle. Anthony Carrigan, qui lui incarne Métamorpho, a déclaré qu'il adorait chercher les contrastes, les oppositions, les tiraillements dans son personnage, qui d'ailleurs considère son pouvoir un petit peu comme une malédiction, puisque ça le rend monstrueux, chose qu'il a pu ressentir avec son alopécie, et en parlant justement de problèmes dermatologiques, celle qui a la peau verte dans l'univers Marvel ne reviendra peut-être pas. Tatiana Maslany a déclaré que, en ayant explosé comme ils l'ont fait le budget avec plus de 230 millions de dollars pour la saison 1 de She-Hulk, Disney n'était pas intéressé pour poursuivre l'aventure, et c'est tellement dommage puisqu'il y avait beaucoup à faire avec ce personnage, surtout maintenant que Matt Murdock arrive dans l'univers Marvel. Tant pis. Sainte source. L'actu comics est toute variée et ça va beaucoup trop loin, ce délire du Hot Chip Challenge, hein, puisque le Ghost Rider change d'hôte, et le dernier qui a donc tout naturellement la tête de quelqu'un qui aurait bouffé le cul de la torche, c'est The Hood, hein, le personnage co-créé par Kyle Hotz et Brian K. Vaughan dans l'univers adulte de Marvel, Max, hein, qui a trouvé donc une cape, des bottes, et avant de foutre ça sur Vinted, il les essaie, ça lui confère des pouvoirs magiques qu'il va mettre au service du crime organisé. C'est un voyou, un petit voyou qui va devenir un très grand voyou du coup, et donc là on va voir ce que ça donne quand l'esprit de vengeance passe dans quelqu'un qui n'a aucun sens moral. C'est par Benjamin Percy et Danny Kim. La grande nouvelle de la semaine, c'est que le scénariste Jason Aaron débarque sur les Tortues Ninja. Alors celui qui s'est occupé de Thor pendant des années emprunte le Bifrost, hein, donc il est allé enfiler la cape de Batman, la cape de Superman, maintenant il va se blottir dans une carapace, 4 carapaces de tortues minimum, hein, c'est à l'occasion des 40 ans des Tortues. C'est pas vraiment un reboot, on nous dit, hein, mais bon, il nous promet évidemment beaucoup d'action, une pointe de sombre et des os brisés, c'est tout ce qu'on veut, Jason. Et puis si vous avez aimé la biographie du tueur Ed Gein par Harold Schechter et Eric Powell, qui a créé The Goon, eh bien vous allez adorer leur prochain projet, puisqu'il s'attaque à la bio de Frederick Wertham, hein, qui est à la fois le psychiatre, qui est connu pour quand même avoir fait apparemment des grandes choses, mais qui est aussi l'abruti qui a lancé une grande cabale, une chasse aux sorcières autour des comics, qu'il rendait responsable de l'illettrisme, de la délinquance, de l'homosexualité de Manuel Valls, dans un livre qui en plus utilisait des expériences qui étaient biaisées, faussées, tronquées. Donc bon, moi il me tarde en tout cas de lire ce qu'ils vont en faire, ça va être probablement très intéressant. Et puis enfin, Ramvi, Dan Waters, Matthew Roberts et Dave Stewart s'associent et rejoignent donc l'univers des créatures d'Universal en comics. Après le Dracula de James Tynion IV et Martin Simond, ils s'occuperont de la créature du lagon noir, hein, qui n'a rien à voir avec une plage nudiste pour touristes hollandais en Polynésie française, hein, sinon j'aurais dit les créatures. Lisez, cette semaine, j'ai rien lu qui m'a vraiment fait rêver, hein. J'ai quand même embarqué dans la relève de The Walking Dead par Tilly Walden avec Clémentine, le personnage du jeu vidéo Telltale dont on poursuit ici les aventures, hein. Bon, c'est la couverture variante
du réseau de librairie La Momie, qui ont même une galerie à Grenoble, où en ce moment ils exposent du Florent Maudoux. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller voir. Ah, bon, ça m'a embarqué sur le début, mais je me suis vraiment lassé sur la fin de l'histoire, des dessins. Et au final, je poursuivrai pas les 2 autres volumes. J'ai aussi lu, parce que je veux absolument rattraper mon retard sur le grand retour de l'univers Ultimate chez Marvel Comics, parce que je veux absolument lire aussi le Ultimate Spider-Man de Marco Checchetto et de Jonathan Hickman. J'ai lu la mini-série Ultimate Invasion et le one-shot Ultimate Universe, et je trouve ça, même s'il y a quand même de vrais bons moments, vous verrez, notamment parce que j'adore le Maker, le Reed Richards maléfique entre guillemets, mais je trouve ça un petit peu compliqué pour pas grand chose, et c'est ce qu'on reproche malheureusement parfois à Jonathan Hickman, mais je dirais quand même le Spider-Man, ne serait-ce que pour les dessins de Checchetto. Donc je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout et ça fait chaud au cœur, à réagir sur YouTube dans les commentaires où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo. C'est votre espace de liberté depuis 433 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles toutes fraîches. J'ai trouvé encore plus chargé que Pierre Palmade un vendredi soir. C'est l'interface du jeu vidéo Suicide Squad Kill the Justice League par Rocksteady. Énorme.